divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre LGF. Un LGF très chargé, et oui, on va recevoir tout à l'heure, on va parler de MMA les amis, on recevra tout à l'heure Abdel Kaznadji, qui est le fondateur du mythique club Hobby Fight du côté de Vitry, et il est le cofondateur du MMA GP. Et on va parler de ce troisième MMA AGP qui aura lieu le 1er juillet prochain à Issy-les-Moulineaux. Pour les amateurs, rendez-vous tout à l'heure à 17h30 avec notre invité. Esther Benbassa, sénatrice de Paris, sera avec nous également tout à l'heure dans nos studios à 17h. On va parler de cette alliance, enfin, Julien Bayou avec les socialistes et avec la France Insoumise. Ils se sont unis pour le deuxième tour pour essayer de faire battre Valérie Pécresse lors du deuxième tour des régionales le dimanche 27 juin. Il sera avec nous, Julien Bayou, tout à l'heure pour nous donner un petit peu ce qu'il nous propose et comment attirer justement ceux qui n'ont pas été votés. Ils ont été nombreux au premier tour. Julien Bayou avec nous dans le LGF. Et puis on va parler aussi un peu d'histoire les amis, avec une grande dame qui s'appelle Naïma Yahi, qui est historienne et elle est chercheure associée à l'unité de recherche migration et société URMIS de l'université de Nice. Sophia Antipolis, ça sera avec nous dans un instant. Elle est la spécialiste de l'histoire culturelle des franco-maghrébins en France. On parlera de ce documentaire qu'elle a conseillé aussi, Bon baiser du bled, qui est passé récemment sur France 5. Naïma Yahi avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Ils sont trois aujourd'hui pour nous accompagner, peut-être le futur conseiller régional à la région, monsieur Philippe Bouriaki. Bonjour mon Philippe. Buongiorno, comment est-ce? Comment ça va mon Philippe? Écoute, si je te dis je suis fatigué, tu vas me dire il y a plein d'un, mais je suis vraiment très fatigué. Mais bah oui, non, mais là, j'ai carrément un bouton de fièvre. On est dans la dernière ligne droite. Dernière ligne écologiste. Est-ce que ça y est, la liste est déposée? Oui, la liste est déposée. Très bien. Et donc tu es toujours évidemment du côté du Val-de-Marne. Toujours dans le Val-de-Marne. Bravo Farid. Et normalement 5e. Oui, je suis 5e sur la liste de ce beau rassemblement de la gauche et des écologistes. Enfin, j'ai envie de dire. Tant mieux. C'est beau. Non, c'est beau mon Farid, hein, non? Bon, je sais pas si c'est beau de s'allier avec la France Insoumise, hein. Enfin, il y a le parti. Mais nous souhaitons tous nos vœux de réussite à notre cher collègue Philippe. Oui. Alors, c'est la France Insoumise qui pose problème dans ce rassemblement pour toi, Farid? Ah, moi, clairement, oui. Oui? Bien sûr. Ah oui. Non. Ouais. Karim Alouache est également avec nous, notre banquier d'affaires. Salut mon Karim. Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous. Ah voilà, il est là, ouais. Je le cherchais mon Karim. Bon, le 27 juin, Karim, le front de gauche. Non, pardon, pas le front de gauche. Non, l'écologie solidaire. L'écologie solidaire, France Insoumise, Parti Socialiste. Moi, je souhaite le meilleur à Philippe, voilà. J'espère qu'il sera très haut si l'Union de la gauche gagne et qu'il aura ce qu'il mérite à la région, tout simplement. Ah bon, on posera la question au patron. Ouais. On lui pose tout de suite la question. Il sera avec nous tout à l'heure. VP. Ouais. Vice-président, carrément. Oui, vice-président. Bon, très bien. Bienvenue à vous les gars. C'est mardi aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Alors on a une grosse émission, on a beaucoup d'invités. Et voilà, je compte sur votre discipline les amis. Bienvenue à vous. Le quiz. Mais on commence toujours par un petit quiz, histoire de se détendre évidemment. Bouriaki est en forme, il est un peu fatigué, c'est peut-être le moment d'essayer de le battre à plat de couture, on va voir. Le chanteur Michel Berger, vous connaissez? Ouais. Tout doucement. Voilà. Non, ça c'est Bibi, arrête, n'importe quoi. Le chanteur Michel Berger. Lui, il promet à la région. Hein. Ah, c'est clair, il va foutre un bordel, je le sens. Le chanteur Michel Berger se marie avec quelle star de la chanson en 1960? France Gall. 16, c'est France Gall. Merci. Et c'est Bouriaki. Quel commandant entre Cousteau. Oui. Alors, il est là ou pas? Quel commandant entre à l'Académie française au fauteuil 17 en 1989, le commandant Cousteau? Et attends, alors j'ai une grande news là-dessus. Le fauteuil 17, il est juste après le fauteuil 16 et avant le 18. Merci Philippe. Et je vous le dis, je vous confirme, lui, il promet à la région.
Quelle première personnalité du Maghreb est élue à l'Académie française en 2006? Du Maghreb. Ouais. Voilà. Allez, Philippe, Il est ton décédé. mariole. Il est décédé. Il est décédé. Non, non, c'est une femme d'abord et puis elle est pas décédée. Kulthum. Non, arrête. N'importe quoi. Ah, Dalila. Mais non. Quoi? Elle est du Maghreb? Bah alors. Quelle première personnalité du Maghreb est élue à l'Académie française en 2006? Je connais pas. Nous. Asia. Ah oui. Ah, celle qui chante avec de... Non, elle chante pas, arrête. Très grande écrivaine algérienne. Oui. Ah. Attends, là on rigole plus. J'ai une info pour vous. Philippe va être à la culture à la région. Asia. Oui, Asia comment? J'ai oublié. Asia Djebar. Exact. Ah oui, ouais. Oh la honte. La honte, oui. Je cherche à présent un essayiste, réalisateur français. Il est... Alors attends, j'arrive pas à me relire. Voilà. Ah bah, Ah oui, super. il a été président du Festival de Cannes de 2001 à 2014. Et il est né en 1930. Il est assez âgé. Hein. Et il est toujours vivant. À ma connaissance. Un Essayiste. Oui. Il est essayiste et réalisateur français. Non, un essayiste, c'est Ah, pas avec des costards. Hein. Il a été président du Poiret Festival de Cannes. Non, ce Non, n'est c'est pas Pas Poiret. Audiard. Non, c'est pas Audiard. Il a été président du Festival de Cannes de 2001 à 2014. Il est né en 1930. Gilles de son prénom. Le louche. Non. Oh, Non, ça franchement, peut pas être Pélisson. On Non. n'est pas dans le festival. Gilles, je connais pas. Festival de Cannes, je maîtrise pas. Ah oui. C'est sûr. Non. Gilles Jacob. Ah non, alors. Ça vous dit rien? Non, je connais les... Lui, il D'accord. connaît que Marc Jacob. Mais... Ouais, voilà, Max Jacob à Orly, ça je connais, mais Gilles Jacob, je connais pas. Très bien. Je cherche à présent un fantaisiste, animateur et réalisateur de télé. Il est né à Lyon. Patrick Hanouna. Sébastien. Non, en 1935. Ah, En 1933, pardon. Zitrone. Non, c'est pas Zitrone. C'est Guilux. Non, c'est pas Gulux. il est mort. Il est mort Ah ouais. le 14 septembre 2007 exactement. Il a animé tous les dimanches après-midi sur France 2. Jacques Martin. Oui, Jacques Martin. C'est Karim. Moi. Il était lyonnais. Oui, il était lyonnais. Ouais, alors, il est né à alors. Lyon. Alors justement, Oui. ça c'est une légende. Il est pas né à Lyon, il est né à Vaux-en-Velin. Non mais sérieux, Ah oui, sérieusement. oui, alors, c'est dans la. culture. Arrête. Bah oui, mais non. Oui, bah quoi. Oh là là, Tu Je parles comme cherche. ça, toi À présent, un auteur, compositeur et interprète, chanteur évidemment, musicien français, membre d'un célèbre groupe français. Et il est né en 1959. Jean-Louis Aubert. Non. Pour vous donner un indice, Indochine. Indochine, oui, mais c'est qui? C'est Sirkis, Oui. Stéphane. Non, c'est l'autre. Dimitri. Non. Nicolas. Nicolas Nicolas. Sirkis est une bonne réponse. Yes, yes, Voilà. yes. Attends, juste un autre truc sur Jacques Martin. Nicolas Sarkozy lui a arraché sa femme. Oui, ça on sait, oui. Cécilia, c'est ça, Cécilia. Je sais Voilà. pas si c'est elle qui l'a arraché ou si c'est Non, lui non, qui et l'a c'était arraché. très fort. Je sais pas si tu te rappelles lorsque il était, c'était à la Concorde, lorsque Enrico Macias il est monté sur scène, il fait Enrico. qu'est-ce qu'elles sont jolies les filles de Nicolas Sarkozy. Oui, C'était on Jacques s'en souvient Martin. aussi. Oui, c'est ça. Naïma Yahi, est-ce que vous connaissez tous les trois? Ah évidemment, évidemment. Farid, Oui. oui. Ah, attends. Une historienne qui sera avec nous dans un instant, chercheur associé donc à l'unité de recherche migration et société. Elle est une des spécialistes des Maghrébins en France. Et puis elle a conseillé la réalisatrice du documentaire qui a été diffusé récemment sur France 5, Bon baiser du bled. Elle parle beaucoup, vous savez, de ces fameux départs dans les années 80, 70, quand on partait au bled, vous avez tous connu ça. Oh, dans les- jusqu'à il y a pas longtemps. Oui, jusqu'à il y a pas C'est longtemps. départ dans quel sens? Bah, départ en direction Les du vacances, Nord, les les vacances, vacances, les mon vacances. Karim, avec les voitures En ultra chargées. 504 bâchés. Non mais oui, c'est ça, Ouais. c'est ça. Les trafics qui touchaient le Non, moi sol. j'ai pas connu ça, tiens. T'as pas connu? Non. Ah bah non. Tu partais comment toi, en avion toi? Non, nous En on allait, jet, nous, on en allait jet. en colo, on n'avait pas de thunes. Ah ouais. T'avais la chance d'aller en colo. Ah, ouais. Ah, c'est la Seine-Saint-Denis, ça. Ah ouais. C'est la Seine-Saint-Denis, voilà, Ah ouais, c'est ouais. ça. Ah ouais. C'est la Seine-Saint-Denis, Ah, bébé. à l'époque, on avait de vrais communistes. Ouais, l'éducation populaire. Ah, exactement. Le clientélisme, tout ça. Ouais. Oh, oh, Non, non, oh, non, oh, non, non, oh, on n'avait pas les moyens de se payer des vacances. Tu vous rigolez, grâce aux communistes. Moi, je crache pas dans la soupe. On a pu aller en vacances tous les étés. On a pu aller skier 2 fois par an, l'hiver, voilà. Hmm. Trêve Christophe, de tu dois neige, appeler Sabrina camp de Sebaï. ski, colonie de ski. Quoi, Sabrina Sabrina Sebaï? Sabaï m'envoie un message. Peux-tu demander à Christophe de m'appeler? Ouais, mais Sabrina Sebaï, je l'ai appelée hier, elle m'a pas Oui, répondu. elle a pas pu. Elle a raté ton coup de fil, visiblement. Ouais, Bah, bah, voilà. je vais voir C'est- si j'ai le temps parce que c'est là on trop est tard. quand même, on est très On est à très l'antenne, chargé. là, non Oui, on est à l'antenne. Oui. Attends, on fait notre vie. Ah oui, t'as raison, Farid, Ah on ouais fait notre vie. ouais. On est en direct là? C'est ça, oui. Ça rentre dans les On salue cours de Sabrina, travail, bien ça sûr. Dans un instant, on salue Sabrina. Dans un instant, on va appeler vite fait Sabrina et puis on Ah, va. voilà. Non, on l'appellera après. Vas-y. On va appeler le d'abord up and down. Naïma Yahi, Ah oui. notre historienne, parce que voilà, j'ai vraiment envie de parler. C'est vraiment quelqu'un. Vous savez qu'elle devait être avec nous, mais la SNCF en a décidé autrement.
Son TGV a été annulé. Voilà, c'est le gros bordel. Ça y est, tu veux pas la. Vas-y, dis la privatisation. Elle vient d'où? Elle vient là, elle est à Bordeaux, elle est bloquée à Bordeaux. Il y a des avions. Oui, d'accord, mais bon. Oui, écoute, on n'a pas tous les moyens de se payer un avion. On n'est pas tous il y a le banquiers. covoiturage. On n'est pas tous banquiers d'affaires, pardon. Voilà, l'avion coûte moins cher que le TGV. Ça dépend. Alors ça dépend. Ah non, il a raison, je t'assure, en interne, souvent c'est surprenant. Ça dépend. Ça dépend, ça Ouais, dépasse mais forcément. c'est pas écolo l'avion pour. Par Oui, contre, c'est ça. Hein non, mais elle vient avec Solaris. Bon, allez, arrêtez vos conneries dans un instant. Ils veulent pas que Naïma je- Yahi je sur vais France faire Maghreb des 2. On va parler de l'histoire des Franco-Maghrébins, des Maghrébins en France, de l'histoire. Elle est historienne, elle sera avec nous. Naïma Yahi sur France Maghreb 2. Et n'oubliez pas, à 17h30, celui qui a rassemblé la gauche tout autour de lui, Julien Bayou, sera avec nous. Il est candidat évidemment régional pour le deuxième tour de cette élection régionale face à Valérie Pécresse. Bon, les autres, il y a Jordan Bardella et puis La République En Marche. Ils se maintiennent quand même, hein. Ouais, c'est Saint-Martin. bien. C'est bien, non, mais Ouais. tu as raison. Ça, c'est un vote très utile. Laurent, quand le foral se met à monter. Ah ouais, vous avez vu un peu? Extraordinaire. Non, mais Marlène Schiappa en DJ, quoi. Ouais, mais Incroyable. elle avait pris de la coke juste avant. Ah, Philippe, très bien son dealer. commence par. Non, mais raconter des Marlène, conneries. c'est une Fais connerie, À tout de gaffe, suite. fais gaffe là. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio, le vrai, l'authentique, l'original. Ici, méfiez-vous des imitations avec aujourd'hui 3 Lascar, Farid Tamsamani, Philippe Bouriaki et Karim Alouache. Voilà ce que vous avez manqué, ma chère Naïma Yahi qui est avec nous. Bonjour Naïma. Bonjour. Voilà, vous auriez été bien entouré, ma chère Naïma. Oui. Soyez la bienvenue. Vous avez été bloqué, voilà, par un train. Merci la SNCF. Naïma Yahi, je rappelle que vous êtes historienne, chercheur associée à l'unité recherche migration et société Urmis de l'université de Nice, Sophia Antipolis. Vous êtes l'une des spécialistes de l'histoire culturelle des Maghrébins en France. Vous êtes également, c'est un sacré CV quand même, hein, directrice de l'association Pangé Network, auteur également de spectacles et de documentaires. Vous avez notamment coécrit la comédie musicale Barbès Café, qui s'est jouée au Cabaret Sauvage, si je dis pas de bêtises. Vous avez proposé également le film Mélodie, l'exil, et le film également Marchons. Vous avez été également co-commissaire de l'exposition Génération un siècle d'histoire, culture des Maghrébins. Des Maghrébins en France. Voilà, absolument, à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Et dont vous avez dirigé le catalogue notamment. Et puis vous avez également conseillé la réalisatrice, productrice du documentaire qui a été diffusé il y a quelques jours, sur France 5, Bon baiser du bled. Chère Naïma, tout un CV quand même bien rempli. Alors c'est intéressant, l'histoire des Maghrébins en France. Si on pouvait la résumer en 2 phrases, Naïma. En 2 phrases, c'est que d'abord elle est ancienne, elle date de la fin du 19e siècle et surtout de la Première Guerre mondiale. Et la deuxième, c'est qu'elle est très riche et très complexe parce qu'elle est traversée par le fait colonial et qu'aujourd'hui, de nombreux Français sont issus de cette immigration. On estime à plus de 5 millions de Français issus de l'immigration maghrébine. Et si on élargit aux populations rapatriées, on est à près de 10 millions. Ah ouais, c'est un chiffre qui est intéressant pour les politiques, ça, chère Naïma. Ça peut être intéressant à convoiter. Bizarrement, à convoiter, oui, mais l'immigration maghrébine a été rarement convoitée, si j'ose dire, sauf au niveau local et dans une forme de clientélisme. On connaît bien ça en Île-de-France, par exemple. Mais de point de vue plutôt, national, on est plutôt dans une stigmatisation ou une incompréhension ou des politiques publiques qui visent à nier le caractère, définitif de la présence maghrébine en France, et dans le même mouvement, un travail de patrimonialisation pour raconter cette histoire d'une identité qui s'enrichit de l'immigration maghrébine. Alors, vous dites 5 millions, hein, c'est le chiffre que vous avancez. J'avais un autre chiffre, moi, par rapport à l'Algérie. Ceux qui sont liés de loin ou de près à l'Algérie, j'avais le chiffre de 10 millions. Est-ce que vous le confirmez ? Je peux le confirmer, mais là, vous tenez compte des populations de type appelés de la guerre d'Algérie et leurs familles, qui sont des porteurs de mémoire importants. Je vous parlais des rapatriés qui, à leur arrivée en 62, étaient plus d'1,5 million, et donc depuis, avec leurs enfants et petits-enfants, sont très nombreux. Je ne parle pas des coopérants et de tous ceux qui ont eu affaire
à l'Algérie. Et bien sûr, l'immigration maghrébine en général et algérienne en particulier, elle est ancienne. On estime à un peu moins de 2 millions de personnes de nationalité algérienne qui peuvent être également binationales, à 1,8 million les Marocains et à plus de 700 000 les Tunisiens, pour vous donner un ordre d'idée. Ah oui, d'accord. Et, Donc ça veut dire que les Algériens et les Marocains, finalement, le chiffre est assez proche. Hein. Assez proche, puisque les Algériens ont été très tôt et très vite français. Donc ils disparaissent des statistiques. Et il y a eu un phénomène de rattrapage très fort de la communauté marocaine dans les années 60 et 70, notamment du fait des accords bilatéraux de main-d'œuvre entre les deux pays, dont on a célébré un peu plus de 50 ans il y a quelques années. Et pour les Tunisiens, c'est aussi corrélé à la taille du pays et à sa population. L'immigration tunisienne est une immigration un peu plus tardive et un peu plus estudiantine, avec un niveau d'instruction plus élevé et donc une présence plus faible, j'allais dire, dans la main-d'œuvre des années des 30 glorieuses, comme on les a appelées, et une spécificité régionale forte, puisque les flux migratoires sont liés à des régions d'origine. Par exemple, les Marocains, c'est plutôt le sud avec Montpellier, Marseille, ou les Houillères du Nord-Pas-de-Calais dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. L'ouest algérien, c'est plutôt Toulouse. La Kabylie, c'est plutôt l'Île-de-France. Donc, les Tunisiens, c'est aussi pas mal Toulouse ou Paris. On a comme ça des pôles importants par région. Et je n'oublie pas le sillon rhodanien, la région Rhône-Alpes et Marseille, qui sont des régions traversées par cette immigration maghrébine. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, et ça mériterait qu'on fasse une émission entière, et Naïma, vous reviendrez dès que possible. Volontiers. Dans les corps de métier, par exemple, alors si je dis pas de bêtises, par exemple, les boulangers, c'est les Tunisiens, souvent. Tout ce qui est boucherie, c'est plutôt les Marocains, et tout ce qui est café, c'est plutôt les Kabyles. Alors, on va commencer par le début, par l'histoire. C'est que les cafés algériens sont souvent tenus par des personnes d'origine kabyle, parce que l'immigration algérienne était à 90% kabyle. C'est une région agraire qui a été très touchée par la colonisation et ensuite par les famines successives qui ont poussé sur les routes de l'exil de nombreux hommes en âge de travailler. Beaucoup, sous une forme d'ascension sociale, ont ouvert des cafés. Certains étaient déjà commerçants en Algérie et cela est lié à leur statut spécifique puisque c'est une prérogative qui leur était attribuée du fait que l'Algérie était départementalisée, était un département français, 3 départements français, pardon. Et ce privilège est resté après l'indépendance. Les Algériens avec les Portugais et les Suisses sont les seuls à avoir le droit au débit de boissons. Ça explique leur présence importante dans ces métiers liés à l'histoire. Les Marocains et les Tunisiens vont s'emparer d'autres spécificités. Les Marocains s'illustrent beaucoup dans le petit commerce. Ouais. Donc, ce qu'on appelle en France l'arabe du coin. Il y a énormément par exemple, de commerçants qui viennent de certains territoires du Maroc, qui sont à Chelhit, etc. Et pour les Tunisiens, aujourd'hui, il y a une forte représentation dans les métiers de bouche, notamment la boulangerie. Mais c'est fortuit et c'est vraiment lié à la question de la formation professionnelle et au savoir-faire. Et c'est vrai qu'il y a un vrai savoir-faire qui existe en Tunisie dans les métiers de bouche et notamment dans la boulangerie. Et les pas de porte aujourd'hui des commerces de boulangerie sont repris par des artisans talentueux et courageux. L'une des meilleures baguettes de Paris a été longtemps tenue par un boulanger tunisien du 14e. Exactement, et qui était le boulanger officiel de l'Élysée d'ailleurs. Tout à fait. Farid Tamsamani avec nous. C'est vrai que les Marocains, par exemple, sont beaucoup dans le commerce, mais c'est des businessmen, quoi, les Marocains. Non, on dit souvent. Au Maroc ou ici? Non, ici en France. Non. J'espère que je ne vais pas être contredit, mais l'immense majorité de l'immigration marocaine, elle est purement économique et elle est ouvrière. Soit à travers les mines du nord de la France, soit à travers un département que je connais particulièrement bien, qui est les Yvelines, à travers la vallée de la Seine, les usines automobiles, que ce soit à Sochaux-Montbéliard ou à Poissy-Talbot à l'époque, maintenant Peugeot, ou Renault-Flin. Donc l'immigration marocaine est essentiellement ouvrière. Ensuite, effectivement, il y a une immigration, on va dire, de commerçants,
mais numériquement, elle est relativement modeste, hein, comparativement, si je dis pas de bêtises, comparativement à ce qui vient d'être dit, notamment en comparaison avec les Algériens d'origine kabyle, qui tenaient, eux, historiquement, nombre de commerces, alors cafetiers, mais qui sont devenus notamment hôteliers, mais globalement, en fait, ils avaient un accès beaucoup plus facile à ce type de commerce. Et pourquoi en fait les Marocains sont, si je dis pas de bêtises, encore une fois, si j'espère ne pas être contredit, pourquoi ils sont essentiellement petits commerçants? Alors on a utilisé le terme d'arabe du coin, mais pourquoi ils ont tenu des petits commerces? C'est parce qu'en fait c'était des métiers réglementés par les préfectures et que la gestion préfectorale de ce type de commerce, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, était très orientée selon telle appartenance, telle nationalité ou autre. Naïma, sur ce que vient de dire Farid Tabsamani. Tout à fait, je rejoins et je compléterai son propos en disant que sur les conflits automobiles, l'immigration marocaine a été particulièrement concernée par les conflits à Flins et à Poissy, et notamment une des figures de ces mouvements au début des années 80 vers 83-84, c'est un certain Aka Ghazi qui a même été reçu à l'époque sur l'antenne de 7/7, qui était un événement. Anne Sinclair. Et qui était, Anne Sinclair, et qui était venue présenter les revendications des ouvriers. Ah ouais. Et qui s'était particulièrement illustré. Je ne sais pas s'il est encore aujourd'hui député, mais il a été, depuis, il a occupé des fonctions d'élu et de députation au Maroc. Et il fait partie de ces figures de syndicalistes, d'ouvriers engagés qui ont marqué l'histoire sociale française. Et effectivement, majoritairement, les Marocains algériens, et même les Tunisiens, sont d'abord ouvriers du bâtiment ou dans les métiers que nous avons indiqués dans leur variété, et ont comme ça c'est lié aussi à l'effet d'entraide communautaire des villages, des familles. On rejoint un cousin, un père, un frère, un voisin, et donc on explique aussi cette répartition géographique des 3 pays du Maghreb, et même de certaines régions de ces 3 pays, dans certaines villes en France. Donc on a comme ça des explications assez logiques dans les flux migratoires et dans leur pratique. J'ai même envie de vous dire qu'on ne sait pas encore tout, puisque les métiers évoluent et qu'aujourd'hui les flux migratoires des 3 pays du Maghreb ont beaucoup changé. L'immigration est instruite, très diplômée, et aspire en partie, qu'elle soit dans le cas de flux légaux ou on va dire illégaux, à une forme une ambition professionnelle qui dépasse cette désindustrialisation qui a pu très mettre au chômage leurs parents. Très instruite, oui, Farid. Est-ce que tu m'autorises à compléter? Bien sûr, je t'en prie. Sur l'immigration marocaine, alors on a parlé de l'industrie automobile, on est obligé de parler de Billancourt, qui est la première usine en vérité à grande échelle de l'industrie automobile, où il y avait nombre d'immigrés, et dont les Algériens, parce que c'était les premiers à être immigrés sur l'industrie automobile. Alors ensuite, il y a eu Flins, il y a eu Montbéliard, etc. Et je voulais juste rajouter sur l'histoire des zones, en tout cas des endroits originaires de ces immigrés, notamment pour les Marocains, puisque effectivement c'est très marqué dans certaines zones. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est à la fin, dans les 30 glorieuses, très clairement, après la Seconde Guerre mondiale, il fallait tout reconstruire. On fait appel à des immigrés d'abord européens, par facilité les Algériens, parce que l'Algérie à l'époque était française. Ouais. Et puis ensuite, ça ne suffit toujours pas. Et donc, du coup, on fait appel à certains pays, et on s'occupe notamment des Tunisiens et des Marocains. On ouvre ce qu'on appelle des bureaux du travail. Et vous aviez des bureaux du travail à Casablanca, par exemple, puisque c'est toujours la capitale économique du Maroc. Et vous aviez des gens qui arrivaient par avion le matin, et qui disaient, voilà, moi, dans une semaine, j'ai besoin de 500, de 1000 personnes. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait des intermédiaires qui allaient dans certains villages. Il faut savoir une chose, c'est qu'une partie de la population de nos parents immigrés de cette immigration économique, ce sont des gens qui vivaient dans des villages, qui n'avaient jamais mis les pieds, ne serait-ce qu'en ville au Maroc, et qui se retrouvent en quasiment quelques semaines prenant l'avion pour la France. Incroyable. Exactement. Et toute cette histoire-là, en fait, qui est en train
j'aime pas utiliser ce terme-là, mais qui est d'une certaine manière en train de disparaître parce que nos parents prennent de l'âge d'une certaine manière. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué un certain nombre de territoires, et c'est la raison pour laquelle, je vais parler d'un département que je connais plutôt bien, c'est pour ça que vous avez dans les Yvelines une concentration de gens issus des zones berbères d'Agadir ou de Ouarzazate ou de Marrakech, du côté de Mantes-la-Jolie, les Mureaux, Sartrouville, Chanteloup-les-Vignes, parce que c'était les ouvriers automobiles. Et ça, c'est une histoire fantastique qu'il faut absolument transmettre. Et elle s'explique. Et elle s'explique, je parle des Marocains là parce qu'on évoque le Maroc, mais ma région d'origine par exemple, qui est le nord du Maroc, n'est absolument pas concernée par l'immigration économique liée à ces industries. Et c'est une immigration plutôt presque politique, puisque à l'époque, il n'y avait pas de visa. Les pays, en fait, n'avaient pas de visa. Par contre, la difficulté, c'était d'avoir un passeport. Lorsque vous aviez un passeport, en fait, c'était comme une sorte de visa pour l'époque. Ouais. Et la zone nord du Maroc, en fait, le pouvoir marocain de l'époque, en fait, facilitait pour une partie de cette population-là, l'octroi de passeports, ce qui faisait que des gens comme mon père, paix à son âme, en fait, ont immigré en Europe, non pas pour arriver tout de suite en France, mais ils ont plus ou moins fait le tour de l'Europe. Et c'est pour ça que les Marocains du Nord se trouvent essentiellement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, et ils n'ont absolument pas la même histoire d'immigration que le reste des Marocains, notamment en France. Naïma, vous confirmez sur ce qui vient d'être dit par Farid Tamsamani, ça peut être très très intéressant, une belle émission qu'on va monter, Naïma. Ça y est, ça m'a donné une idée. On va monter une émission ensemble avec des sons d'archives, etc. Enfin, volontiers. Voilà, c'est important que les gens puissent connaître leur histoire aussi, l'histoire de leurs parents et de leurs grands-parents, de comment ça s'est passé. Et vous avez oublié quelque chose d'important, Naïma aussi. Enfin, pas vous, mais Farid, lorsqu'il parlait des Marocains, la SNCF, qui a appelé en masse un bon nombre de Marocains d'ailleurs qui ont gagné en justice. Ça a été très très long, des années et des années de procédure pour que ces Marocains aient été récompensés, parce qu'en fait on les a fait venir en France, on leur faisait faire le sale boulot, et surtout ils étaient pas, le droit n'était pas respecté, Naïma, si je dis pas de bêtises. Si je peux m'exprimer. Oui, bouge pas carrément, on laisse Naïma répondre. Non, je dirais simplement que effectivement, c'est lié aussi à l'engagement fort d'une vie associative marocaine qui est ancienne et ancrée. Ouais. Je pense à l'ATMF, l'Association des travailleurs qui s'appelait Marocains de France et aussi Maghrébines de France, oui, qui a accompagné ce combat pour la justice. Et plus largement, pour vous dire que les travailleurs émigrés ont toujours veillé à défendre leurs droits. On en a obtenu, notamment le droit d'être élus comme délégués syndicaux, le droit à certains acquis sociaux qui n'étaient réservés qu'aux Français. Et pour compléter ce qu'a dit Farid tout à l'heure, effectivement, les Marocains parmi les 3 pays du Maghreb sont ceux qui sont le plus disséminés en Europe, puisqu'ils sont présents dans 20 pays. Ce qui n'est pas le cas des Algériens qui ont un tropisme avec la France, pour des raisons que l'on devine, ou les Tunisiens qui ont, eux, un tropisme avec l'Italie et la France. Et toujours pour l'histoire coloniale qu'elles ont aussi avec l'Italie. Et je laisserai Farid réagir à ce que vous disiez, Christophe, mais effectivement, on a des enjeux de mémoire, d'histoire et de patrimoine qui peuvent s'adosser à des militants qui, par exemple pour l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, comme l'association Atrice, des anciens travailleurs de l'île Seguin, qui ont traversé le Maroc avec une exposition retraçant l'histoire des ouvriers immigrés de l'île Seguin. Et je salue la personne de Mustapha Idbihi, qui lui aussi est un pionnier dans le champ de la musique, dans l'immigration et même dans la radio, parce qu'il a travaillé aussi à l'émergence d'une radio comme la vôtre, et qui a été un de ces ouvriers de l'île Seguin et qui continue au Maroc aujourd'hui à faire vivre la mémoire des travailleurs immigrés marocains. Karim Alouache. Alors, tout à fait, il y a eu cette forme d'immigration, mais la première immigration, avant de parler du 19e siècle, c'est celle de mon grand-père, c'est-à-dire les Algériens, enfin les Français, parce qu'ils étaient Français à l'époque, ont été raflés en 1940 pour aller combattre les Allemands et qui se sont retrouvés du jour au lendemain dans les Ardennes avec des claquettes, qui n'avaient jamais vu ni la France, ni quelque chose qui y ressemble. Il a été libéré en 1946, et en 1946, quand il a voulu rentrer en Algérie, on lui a dit non, tu rentres pas, parce que maintenant, il faut reconstruire la France. Donc, il est resté en France, et il y est resté toute sa vie, en fait. Mon père est venu en 1948, il avait 13 ans, parce qu'il était orphelin de mère, et mon grand-père ne rentrait pas.
Et puis ensuite, les choses se sont enchaînées. Il y a quand même une particularité dans l'histoire de l'immigration et de la localisation, c'est que les entreprises avaient obligation de loger les gens. Donc en général, ils les regroupaient au même endroit parce qu'ils les faisaient venir du même endroit ou du même village. Et puis il y a aussi une autre histoire, et dans vos chiffres, il y a des choses qui ne sont pas dites, puisque suite aux accords de 62 et de la guerre et de l'indépendance de l'Algérie, il a été dit que les enfants nés à partir de 62 de père et de mère algériens seraient automatiquement et de droit, c'est-à-dire sans aucune demande, français. D'ailleurs, ce qui a été, je dois le dire, pour les premiers, un choc psychologique, puisque quand vous êtes élevé dans le culte du FLN et de l'indépendance, je vous rappelle qu'en France, il y avait la 7e wilaya, les combattants du FLN en France, et que du jour au lendemain, on vous dit non, mais à 16 ans, tu vas pas à la préfecture, tu vas aller faire une carte d'identité française, et surtout pour les garçons, tu vas être appelé sur les drapeaux. Ça a été quelque chose d'assez extraordinairement dramatique pour certains. Et aujourd'hui, tous ces enfants-là, qui sont des adultes, et des parents, voire des grands-parents, ne sont pas comptabilisés dans les chiffres de la communauté algérienne. Et cela représente plusieurs millions aujourd'hui, puisque plusieurs générations. C'est pour ça qu'il y a une grande polémique sur le nombre, par exemple, d'Algériens en France. Quand on lit les chiffres, 1 million, 1,2 million. Il y a une étude qui a été faite par l'organisme américain qui estimait, si on intègre toutes ces personnes, on serait plutôt à un chiffre autour de 4-5 millions de personnes qui ont un lien de naissance par un parent en fait algérien, sans compter les rapatriés d'Algérie. Ouais. D'ailleurs, je sais que le gouvernement algérien, depuis pas mal d'années, essaye de remettre à jour cela et de récupérer, on va dire, administrativement au travers des papiers d'identité, des passeports, toute cette communauté, tout simplement, quoi. On a des connaisseurs, Naïma, vous avez vu, hein. Donc Karim Alouache, Farid Tabsavali et Philippe aussi. Ça nous permet d'évoquer des aspects variés et personnels, hein, puisque moi-même je suis d'origine algérienne, donc on est tous un peu à la fois observateurs et acteurs. Et je dirais simplement que ce que disent Farid et Karim, c'est que effectivement, on est en France, ici chez nous, mais riche de cette histoire dans sa complexité, et qu'on partage cette destinée, ce patrimoine, cette histoire avec l'autre rive de la Méditerranée qui reste aussi chez nous. Et c'est cet entre-deux, cette dimension patrimoniale, cette identité narrative qui nous reste à enrichir, même si beaucoup de chemin a été fait. Et c'est pour ça que le film pour lequel vous m'aviez sollicité, Les vacances au Bled, participe de cette construction identitaire et j'allais dire, la Madeleine de Proust de tout enfant d'immigré, qu'il y soit allé tout petit ou pas. Il a été habité par cet imaginaire du pays des parents, et je pense que nous, adultes, aujourd'hui, pour nos enfants, nous avons le devoir aussi de transmettre cette richesse-là, en fait, cette histoire-là. Bon, on a appris plein de trucs, en tout cas. Philippe, tu voulais rajouter un petit truc ? Non. Je voudrais juste rajouter quelque chose avec l'histoire et le lien. D'abord, il y a un phénomène qui se passe depuis les années 2000, depuis le 21e siècle, c'est qu'aujourd'hui, les communautés ne sont plus séparées, puisque dans la plus grande majorité des familles, il y a des mariages, il y a une mixité, marocain, algérien, tunisien, de plus en plus. Oui. Mes parents sont kabyles et les époux de mes deux sœurs sont marocains, par exemple. Ce qui ne se faisait pas dans les années 60, 70, voire même début des années 80. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment... je vais dire que c'est la règle. Donc, le Maghreb United en France, il existe. Et moi, je peux vous donner des gens de personnes qui ont les 3 nationalités, quoi. Des enfants qui ont les 3 nationalités aujourd'hui. Un mot là-dessus, Naïma. C'est vrai que cette mixité, elle s'est amplifiée. Ce qu'on ne voyait pas peut-être dans les années 80, 70, quoi. Alors, pour vous donner des éléments démographiques et statistiques, je ne m'appuierai pas seulement sur nos expériences familiales. Je donnerai une information, c'est que tout à l'heure vous parliez des gens qui étaient français de naissance mais qui sortaient des statistiques. Il y a eu un essai par l'Institut national d'études démographiques d'essayer de distinguer les personnes qui seraient d'origine algérienne. La seule possibilité légale, c'est le lieu de naissance. Et donc, se mélange dans les statistiques des populations rapatriées puis des populations, on va dire, maghrébines. Voilà. Au sein de ces personnes, pour les statistiques, par exemple, comme le mariage mixte, ceux qui contractent le plus de mariages mixtes en France, toute population étrangère confondue, ce sont les Algériens. Ah oui.
Ceux qui en contractent le moins, toute population étrangère confondue, ce sont les Portugais. Ceux qui sont donc les moins communautaires du point de vue du fait marital, ce sont en haut de la fiche, j'ai envie de dire, ce sont les Algériens. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, ce serait ceux qui seraient le moins, on va dire, intégrés super intéressant de l'immigré. Et en fait, on se rend compte dans l'expérience que vous partagez à l'antenne, c'est que les tabous ou les traditions très endogames des communautés immigrées, y compris entre elles, s'effondrent, qu'on a des mariages mixtes entre populations des 3 pays du Maghreb, mais aussi avec une population, on va dire, non maghrébine, de manière de plus en plus fréquente, ça a toujours existé dans le cas de l'immigration maghrébine. Et c'est ce qui explique aussi une dilution un peu dans les statistiques de cette présence maghrébine, mais qui dans la réalité des patronymes, des expériences de vie, des mémoires, est beaucoup plus importante que ces quelques millions de personnes recensées, comme vous l'avez rappelé et comme vous en avez chacun témoigné. Merci. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Voilà, c'était très intéressant avec Naïma Yahi. Bon baiser du bled, c'est le documentaire qu'il faut absolument voir, qui a été diffusé il y a peu sur France 5. Et voilà, c'était très intéressant avec mon Farid, avec Philippe, avec Karim Alouache. Je vous propose maintenant d'accueillir notre second invité. On a un plateau très fourni aujourd'hui. C'est une sénatrice de Paris, Madame Esther Benbassa, qui était déjà venue d'ailleurs dans nos studios. Vous vous en souvenez, Madame Benbassa? Oui, mais j'avais oublié, ça, le problème. C'est parce que ça a changé, en fait. Nos studios se sont agrandis un petit peu, vous voyez. Soyez la bienvenue, Madame Benbassa, sur France Maghreb 2, dans l'émission Le Grand Forum. On est entre les deux tours de cette élection départementale et régionale. Madame Benbassa, une petite analyse peut-être sur les résultats de ce premier tour, notamment en Ile-de-France, avec... Madame Valérie Pécresse qui est arrivée en tête, mais cette union, à l'initiative d'ailleurs de Monsieur Julien Bayou, que nous recevrons dans quelques minutes d'ailleurs sur France Maghreb 2, avec autour de vous la France Insoumise, le Parti Socialiste. De quel œil vous voyez cette union, cette nouvelle union de la gauche ? Je suis écologiste, donc je ne peux que me réjouir de cette union, parce que je crois que avec des différences entre les différents programmes, on a trouvé un modus vivendi pour se présenter unis, et je m'en réjouis. Mais aujourd'hui, nous avons fait pas mal, notre score est meilleur, même. On a doublé notre score de 2015, un peu partout, et c'est un bon signe. Et puis, bon, ce qui est très réjouissant, c'est que le RN ait quand même reçu une baffe, et le LAREM aussi. Et bon, on peut se dire que peut-être l'extrême droite l'a un peu en sommeil, va se mettre en sommeil, et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais moi, la question qui m'inquiète, c'est qu'au-delà de ce que nous pouvons dire entre nous, oui, voilà, les gens n'ont pas voté parce que il faisait beau, parce que ils n'ont pas eu de bulletin, parce que, etc. Mais le vrai problème, c'est pourquoi les citoyennes et citoyens ne nous font plus confiance. Pourquoi, Madame Benbassa, d'après vous? Moi, je crois que d'abord, le zigzag de certains politiciens d'un parti à l'autre. Et deuxièmement, parce que nos programmes ne les séduisent pas. Et nous sommes, en tant que politiciens, je me mets en question, je n'accuse pas ceux qui votent. Je me dis qu'il faut qu'on se pose cette question, il faut qu'on se mette en question nous-mêmes pour réenchanter la politique. Il faut réenchanter la politique. On ne peut pas... qu'est-ce que vous voulez on n'est pas proche des concitoyennes et concitoyens. On réfléchit à leurs problèmes sans être proche d'eux, en étant conscient que ce qui les intéresse, c'est normal, avoir un logement, avoir un boulot, pouvoir payer l'éducation de leurs enfants, et avoir une vie décente.
Écoutez, nous sommes là avec nos théories. Parfois, on n'arrive même pas à distinguer les programmes. Moi, je ne sais pas comment on peut voter RN, dont le programme, c'est contre les immigrés, contre les éoliennes maintenant. J'ai trouvé que immigrés et éoliennes n'allaient pas ensemble, mais bon, c'est un nouveau dada. Et puis, la sécurité. Bien sûr, tous nous sommes ici d'accord pour la sécurité. Le problème n'est pas, nous sommes tous dans le régalien, on veut la sécurité. Mais la sécurité, à quel prix et comment? La sécurité est devenue maintenant un projet politique. Mais enfin, c'est pas un projet politique. C'est normal que les citoyennes et citoyens soient protégés. La sécurité, c'est protéger. Mais là, c'est devenu, quasiment tous les mois, au Sénat, on a une loi concernant la sécurité. C'est la droite, ça n'est emparé aussi pour marcher dans les plates-bandes de l'extrême droite, parce que la droite... Oui, on l'a vu contre la loi séparatiste, par exemple. Oui, elle a durci nettement. Au Sénat, ça s'est durci nettement. Hein. Oui. Mais parce qu'ils ont cru que, la droite a cru que, RN allait faire un bon score et que pour la présidentielle, ça serait bien d'aller dans ce sens. Mais quand vous dites qu'aujourd'hui, la politique n'intéresse plus les Françaises et les Français, est-ce que vous mettez aussi dedans Europe Écologie Les Verts, qui peut-être n'a encore pas su, peut-être assez parler à ses électeurs aujourd'hui, parce qu'on dit souvent que l'écologie, ça coûte cher, c'est un peu utopique. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? D'abord, je dirais que la planète qui brûle, c'est pas utopique. La pollution, c'est pas utopique. Mourir à cause de la pollution, c'est encore moins utopique. Ouais. Un environnement gâché, une ville qui est irrespirable, la nature qui est gâchée plutôt. Les pesticides, nous avons une très mauvaise alimentation. Ouais. Et on sait bien que les effets de cette alimentation, je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, mais je vais seulement dire que d'abord, notre électorat est très déterminé. C'est un électorat qui veut manger bio, qui veut préserver la planète, etc. Et nos électeurs sont allés aux urnes. Parce qu'ils sont, c'est une sorte de détermination, tandis que les autres électorats sont plus instables. Par exemple, là, j'ai lu que les électeurs de gauche dimanche voteront Pécresse. Donc, il y a une instabilité dans l'électorat. Et puis, l'électorat en a assez des partis. Voyez, ouais. Je crois que c'est un problème, puisque quand on regarde que 2/3 des jeunes n'ont pas voté, c'est quand même, ça interpelle. Les jeunes, parce que voyons, on parle quand pas on aux est jeunes. Oui, les écologistes parlent aux jeunes, c'est un public, un électorat très jeune, mais en même temps, on se dit, c'est vrai, quoi, les jeunes, on les a laissés pendant la Covid, les étudiants avaient des bourses de 500 €, ils pouvaient même pas aller manger, les restos étaient fermés jusqu'à ce qu'on fasse le ticket à 1 €, on a fermé les universités, les jeunes gens restaient chez eux dans 15 mètres carrés, non mais, et pourquoi voulez-vous que les jeunes votent? Franchement, ils veulent voter pour qui? Une fois qu'on a eu notre public, il y a les jeunes qui sont pour le climat, etc., qui ont voté, les autres, ils n'avaient plus envie d'entendre parler. Et parce qu'on les a sacrifiés, on les a oubliés, puis au dernier moment, on a gigoté un peu en disant, mais oui, voilà, vous aurez un ticket à 1 €. Les restos universitaires étaient fermés, les jeunes gens mangeaient froid, ils prenaient leur casse-croûte, ils mangeaient froid sur des bancs, et tandis que dans les grandes écoles, ils pouvaient manger à 1 mètre de séparation, autour d'une table, etc. Tout ça, les jeunes ne l'ont pas oublié, ça, je vous le dis. Hein. Alors, Karim Alouache, question pour Madame Esther Benbassa avec nous, sénatrice de Paris sur France Maghreb 2, dans cette émission Le Grand Forum. Alors moi, je suis très heureux de vous entendre, et vous êtes la première personnalité politique qui se remet en question et qui remet en question les partis politiques, puisque tout ce que j'ai entendu après les élections, le vote de dimanche, c'est des partis politiques qui attaquaient les électeurs, qui les rendaient coupables de je ne sais quoi, et personne ne se remettait en question. Je crois qu'aujourd'hui, les Français ne veulent plus, vous avez raison, des partis politiques,
partis politiques qui sont devenus totalement hors sol. Moi, dans les programmes des régionales, j'ai rien vu pour les jeunes, j'ai rien vu pour les étudiants. Or, l'une des responsabilités de la région, c'est pas que les lycées, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien du tout là-dessus. Rien. Ou quasiment rien. Après, faire des généralités ou être dans des discours, on va améliorer votre vie, on va améliorer votre qualité de vie, ben les jeunes, ils sont intelligents. Ils n'y croient pas parce qu'il n'y a rien de factuel, de concret, de précis. Et ça, je trouve ça vraiment très bien, votre discours, parce que vous avez un discours qui, en politique, est rare. C'est un discours de réalité et d'honnêteté, et je pense que vous en sortez grandi. Moi, si j'ai une question à vous poser, c'est comment aujourd'hui, quelle serait une réforme au sein des appareils politiques? Parce que c'est les appareils politiques qu'il faut modifier. Quelle est la réforme forte qui permettrait de changer tout ça dans ce sens? Ben moi, je suis désolé, je trouve pas normal que des gens se présentent à telle élection, et à telle élection, et à telle élection. Là, les régionales, faut être honnête, tout le monde essaye de se replacer, on en voit plein. Moi, je suis sidéré, je ne sais plus combien de ministres, je crois. En Ile-de-France, une dizaine de ministres, 5-6 ministres. On m'a dit 118 députés. Vous êtes député, vous vous occupez de votre mandat de député. Vous n'avez rien à faire à la région, c'est pas votre sujet. Et ces gens-là ne se rendent pas compte. La deuxième chose, c'est comment faire rentrer d'autres profils en politique. Parce que moi, j'ai un métier, je travaille dans le privé depuis 32 ans. Mais moi, si demain je veux prendre un mandat politique, et pour prendre un mandat politique, il faut s'engager à plein temps. Il ne faut pas faire semblant. Ben moi, je suis obligé de démissionner de mon travail. Et ça, ce n'est pas concevable dans ma vie. Donc, moi, je suis quelqu'un, que pensez-vous de l'idée de dire on va légiférer sur un congé d'élu, comme un congé de maternité, parce que c'est un acte républicain de participer à la construction de la nation et de la démocratie, de dire, ben moi, si demain, je suis député, je veux être protégé par la loi, faire mon mandat de député, pas nécessairement un deuxième, parce que si j'ai perdu mon emploi, il faut que je reste député, sinon je vais vivre de quoi, et pouvoir ensuite retourner à la société civile, parce que je pense que pour être un bon élu, il faut avoir vécu dans la société, et ça nous évitera d'avoir des élus qui n'ont jamais fait autre chose que d'être élus, et qui sont, je trouve, complètement déconnectés. Donc, que pensez-vous de cette idée du congé d'élu, par exemple? Alors, c'est une question aussi longue qu'au Sénat, vous avez vu, Mme Benbassa. Oui, mais enfin, d'abord, cette question de congé, il faut un peu voir les choses, parce que vous êtes un honnête homme, il y aura d'autres qui vont en abuser, etc. Il faut verrouiller, voir comment on le formule, comment on l'applique. Mais d'abord, avant de se poser cette question, il faut qu'on fasse entrer en politique plus de gens de la société civile. Voilà. C'est le premier problème. Moi, je ne viens pas de la politique. Moi, j'étais professeur à l'université et j'ai quitté il y a 3 ans. Je suis partie à la retraite. J'ai été 44 ans prof. Pour moi, la politique, c'est la conviction. Moi, je suis entrée en politique. On est venu me chercher de LB. Et moi, j'ai fait Oui. Oui, d'accord. Oui, moi, on est venu me chercher. Oui. Je n'avais pas fait de politique, mais j'avais une grande association qui travaillait dans les banlieues, etc. Ils sont venus me chercher. J'ai accepté parce que je trouvais qu'en tant qu'intellectuel, je ne voyais pas par quels moyens je changerais les choses. Un intellectuel, il écrit un article dans Le Monde et après tout le monde oublie son article. 6 mois après, il écrit dans Libération. Vous voyez, je voulais être dans le concret. Moi, je suis une sénatrice qui est sur le terrain, qui est dans quasiment toutes les manifestations. Je suis tout le temps au Sénat aussi. Donc, une vie un peu difficile, mais en même temps, si je n'avais pas de conviction, je ferais d'autres métiers, un autre métier. Moi, j'ai un métier. Ouais. Pour moi, la conviction... Écoutez, les politiques, d'abord, il faut qu'ils apprennent à parler aux gens. Deuxièmement, les éléments de langage, il faut arrêter avec ça.
parce que personne ne marche à ça. Puisque quand vous êtes sur un plateau télé, vous avez tous qui ont les mêmes discours parce qu'ils ont sur le genou, sur la cuisse, les éléments de langage. Et puis, il faut être sincère un peu. Ça sert à quoi de raconter aux gens des choses qu'on ne va pas pouvoir réaliser? D'ailleurs, on a eu la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez vu, leurs propositions ne sont pas reprises dans cette loi, que nous traitons depuis 8 jours et qu'on va continuer encore une dizaine de jours. Mais vous voyez, et tout ça, ça nuit au fonctionnement. Et les partis, il faut les décloisonner. C'est-à-dire, s'il y a plus de gens qui viennent de la société civile, ils ont un autre regard de la politique et peut-être feront moins, je l'espère, de la politique politicarde. Vous voyez? Et c'est pour ça que votre congé viendra une fois que la société civile sera dans les partis. Alors là, il n'y aura pas 5 personnes qui décident, celui qui va à toutes les réunions, celui qui... Voilà. Vous voyez, c'est un fonctionnement qui crée des baronnies d'ailleurs, vous voyez, c'est les barons qui ont été réélus, que ce soit de gauche et de droite, en fait c'est pas fait encore, mais enfin ça va se faire. Voilà un peu mon modeste avis. Esther Benbassa, quand vous voyez hier la fête de la musique, au lendemain de la fin de ces restrictions, qui a été assez répressive, on peut le dire, sur les quais de Seine, les gaz lacrymogènes, à Montmartre aussi, la police, Darmanin, très répressif vis-à-vis de ces jeunes qui avaient besoin de liberté. Comment vous avez accueilli ça ce matin en regardant les images à la télé ? D'abord, je regrette qu'il y ait des choses pareilles. Il faut laisser, tous nous sommes passés par là, des jeunes veulent s'amuser, écouter de la musique, être avec des copains, faire la fête après tant de mois d'enfermement. Et en plus, on a cassé le matériel. Non mais attendez, c'est la répression tous azimuts. C'est plus possible. Le gars qui perd sa main, des gendarmes blessés aussi. Mais enfin, pourquoi si on les laisser faire leur fête, bon, à un moment, fatigués, ils allaient s'arrêter. Enfin, c'est comme on avait fait à la fête de la musique en Nantes, où ce jeune Steve Canisso est mort, décédé, noyé. Non, mais il faut arrêter avec ça. C'est tellement politique la sécurité, on veut montrer qu'on est fort et qu'on protège. Mais les gens, plus vous donnez des exemples pareils, moins ils se sentent protégés parce qu'ils se disent, est-ce que ce sera mon fils demain qui aura la main arrachée? Farid Tamsamani, question pour Esther Benbassa? Non, du tout. T'as Philippe? Ah, mais je lui pose tout le temps des questions. Eh ben, pose-lui, alors profites-en. Ah, mais non, mais je lui pose tout le temps lorsqu'on l'interview sur les manifestations. Moi, je voudrais juste... elle est là et tu me connais, j'ai un franc-parler extraordinaire, mais saluer le travail d'Esther qu'elle a fait au Sénat depuis toutes ces années, mais surtout, avec Éric Coquerel, je crois que c'est l'élu qu'on voit le plus sur toutes les manifestations, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fait chaud. Moi, j'ai rencontré plein de potes qui sont gilets jaunes et qui sont devenus des potes, et ils l'appellent tous par son prénom, Madame la sénatrice. Enfin, elle est un accueil de fou. Enfin, c'est extraordinaire. On la voit sur tous les combats humains contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre la caste sociale. Enfin, oui, contre l'islamophobie, ça lui a valu d'ailleurs quelques critiques, Madame Benbassa, on s'en souvient. Ouais. C'est pas seulement des critiques, un peu plus même. Oui, un peu plus. Mais quel courage et quelle leçon qu'elle donne aux autres élus. Enfin, c'est il est trop gentil avec moi. Oui. Non, c'est la réalité. Moi, Oui, il est un peu faillot. Il n'attend rien de moi. Rien. Je ne veux rien lui faire, lui donner. Mais je vais les souffler, ils sont malades. Elle a dit qu'elle ne va rien te faire. Elle va rien. On se connaît. Bah oui. Il n'attend rien de moi. Non, c'est vrai. Mais non, mais c'est la vérité, Christophe. T'as bien vu bien sûr, dans les reportages à chaque fois qu'on a fait sur le terrain. Esther, elle est tout le temps là. C'est incroyable. C'est bon comment elle fait vice-président. Madame Benbassa. Président, il veut. Au-delà de votre mandat au Sénat, comment envisagez-vous votre avenir, Madame Benbassa? Vous allez arrêter ou vous allez vous consacrer à autre chose? Quelle est un petit peu la suite à donner à votre carrière politique? J'ai le temps. Oui. J'ai encore 2 ans. Oui.
2 ans. Je vais réfléchir. J'ai pas eu le temps. Voilà, France Maghreb, ouais. machin, le climat au Sénat, les courses dans les couloirs du Sénat. Non, il faut que je prenne mon temps pour réfléchir. Ouais. Alors, juste une petite remarque par rapport à ces nouveaux maires écolos. Il y en a eu beaucoup lors des municipales, et notamment des grandes villes. Le maire de Bordeaux qui avait fait polémique un petit peu en refusant le tenue du sapin de Noël. Est-ce que ça peut peut-être jouer en votre défaveur pour certains Français qui disent ouais, bon, moi ça suffit, le sapin de Noël c'est quand même une tradition importante dans ce pays, le fait de refuser de mettre le sapin de Noël, ça peut être un petit peu embêtant pour ceux qui avaient peut-être envie ou l'envie d'essayer, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a encore pas testé l'écologie au pouvoir. Je fais un raccourci, non, mais tu vaux mieux que ça, regarde le raccourci. Non, mais je pose la question à la Benbassa. Dis simplement que le maire de Bordeaux ouais. a préféré, plutôt que de mettre 60 000 € sur un truc éphémère, destiné à des enfants qui étaient privés de loisirs, qui étaient privés de vacances. Regarde, l'image que tu mets, c'est on enlève un sapin aux enfants. Mais la vraie image, celle d'enfants qui n'ont jamais vu la mer alors qu'ils habitaient à Bordeaux, celle d'enfants qui n'ont jamais vu la montagne alors qu'ils habitent en France, c'est celle-là, cette image-là qu'il faut montrer. On peut montrer deux, nous on n'a pas de souci, il n'y a pas de contradiction. Je n'ai pas de problème avec ça, Philippe. Mais le raccourci... Non, je raccourcis rien du tout. Je rapporte certaines critiques qui ont été faites, aussi bien dans les médias, et à vous de vous expliquer là-dessus. On s'est expliqué, on a dit plus d'une fois. Je voudrais écouter la Benbassa là-dessus. Bon, écoutez, qu'il y ait eu une maladresse dans la présentation du projet. Il aurait fallu dire, voilà, probablement on va planter un arbre, n'est-ce pas? Parce que nous sommes contre les arbres coupés. Il y a mieux à faire que tous les ans changer l'arbre et le décorer qui coûte très cher. Il vaut mieux faire et fêter Noël autrement. Mais peut-être que nous sommes nouveaux dans ces mairies et qu'on a... Enfin, on profite de tout ce qu'on dit pour polémiquer. Ouais. C'est le bio, machin, à Lyon, pourquoi bio? Parce que ça va plus vite que de chauffer la viande, c'était végétarien. Et puis, tu aurais eu les enfants juifs qui auraient dit « Ah non, moi, je mange pas de viande ». L'autre, il aurait dit « Moi, je mange halal », etc. Il a trouvé une solution rationnelle. Claire. Il a dit, voilà, bio. Voilà, il mange végétarien. Ce qui est le plus fou, c'est quand c'était Gérard Collomb qui a fait la même chose, personne n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il a fait, Gérard Collomb? Gérard Collomb, c'est lui qui a mis en place les menus végétariens. Et là Grégory Doucet a fait quelque chose de juste extraordinaire. L'État a décrété des normes sanitaires et il a sûrement bien fait de les faire. Sauf qu'il laisse les collectivités territoriales à se démerder devant ce gros bébé. Alors, je pose une question à la Benbassa de but en blanc. On arrive prochainement à des élections très importantes, évidemment, au-delà de ce qui va se passer dimanche pour différentes régions. Le meilleur candidat pour représenter l'écologie en France en 2022 face, par exemple, face aux autres candidats. Quel est-il? Qui est-il? Ou quel est-il? Je ne sais pas d'ailleurs. Est-ce que c'est une femme, un homme, d'après vous? Écoutez, moi, je ne suis pas apparatchik, mais j'attendrai septembre pour dire qui on choisit et qui je choisis. Je ne suis pas contente, je mettrai dans l'urne le nom de la personne qui me convient. Mais maintenant, faire polémique en disant celui-là est meilleur que l'autre, chacun des candidats qui va se présenter à la primaire a ses défauts et ses qualités. Il y aura une primaire, Madame Benbassa? Pardon? Il y aura une primaire? Moi, je crois, oui, qu'il y aura une primaire, oui, pourquoi pas. C'est bien la primaire, on choisit... Et puis, comme ça, on se cale sur la personne qui a été désignée. Mais aujourd'hui, vous dire ça, moi, d'abord, je n'ai pas encore choisi. Et puis, en plus, j'attends un peu ce qui va se passer. Et parfois, il faut rester un peu loyal. Tant que les partis existent, il ne faut pas aller à l'encontre sur des choses qui ne font pas partie de mes convictions. À savoir, moi, je défends les questions que je trouve importantes. Et que ça soit Pierre, Paul, c'est important. Mais je verrai ce qu'il y a de bon chez Pierre, chez Paul. Et chez Jacques.
chez Annette, chez Ginette, etc. Très bien. Madame Benbassa, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ce fut très sympathique encore une fois. Et puis, bon vent au Sénat, bon courage pour la suite. D'avoir quelqu'un qui fait pas de la langue de bois, Christophe. Oui, bien sûr, évidemment. Madame Benbassa, voilà. en tout cas, c'est pas la première fois qu'elle vient ici. Elle reviendra. Bien sûr. À très vite, bien entendu. Et merci d'être venue à France Maghreb 2. À très vite, Madame Benbassa. Merci à vous, merci à vous tous. Comme ça, j'ai fait la parité. Voilà, exactement. Merci, Madame Benbassa. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Karim Alouache, Farid Temsamani, Philippe Bouriaki, ils sont là les amis, c'est le grand forum, le LGF, avec un petit coucou de notre amie Sabrina Sebaï, que vous connaissez tous évidemment. Comment ça va ma Sabrina ? Salut Christophe, ça va, écoute. Et alors, vous, comment vous allez ? Écoute, on va bien, on va tous bien, là, il y avait Esther Benbassa il y a quelques minutes dans le studio, il y aura Julien Baliou dans quelques minutes, donc tout va bien, on est très écolo compatible. Par des écolos aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on est très écolo compatible aujourd'hui, hein, vous avez remarqué ? On les a hackés, ça. Voilà, c'est ça. Alors Sabrina, ça donne quoi ton résultat, toi, dans le Val-de-Marne, puisque je rappelle que tu es candidate au départemental, toi ? Tout à fait, écoute, plutôt bonne nouvelle, très contente dimanche soir du résultat, puisque on est arrivé deuxième au soir du second tour, donc on sera au soir du premier tour, donc on sera présent au deuxième tour des élections départementales pour porter les couleurs de l'écologie face au Parti communiste. Dans quel canton c'est ça ? Pardon, c'est le canton d'Ivry. Canton d'Ivry. C'est le communiste, c'est historique là-bas, Ivry, hein, depuis 1920, je crois. Hein. Nos amis qui nous écoutent d'Ivry, il faut se mobiliser, faire barrage. Voilà, faire barrage et voter. À l'extrême gauche, aux extrêmes. Alors justement, Sabrina... Au régional ou au départemental ? Non, départemental. Régional, justement, on aura Julien Bayou dans quelques instants. Sabrina, tu l'as vu d'un quel œil cette alliance écologie, socialiste et France Insoumise ? Écoute, moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour l'ensemble des Franciliens et des Franciliennes, parce que l'objectif quand même c'est d'aller gagner cette région, parce que franchement le mandat de Pécresse il a fait beaucoup de mal sur les transports, sur les lycées, il y aurait encore plein de sujets à aborder où elle a fait énormément de mal, donc je pense qu'il est urgent effectivement que la région bascule sous une présidence écologiste, bien évidemment. En tout cas nous c'est ce qu'on défend, et j'espère que dimanche soir Julien Bayou à la tête de cette liste écologiste et de gauche et citoyenne, j'espère qu'on sera en tête et qu'on remportera cette région, et il y aura du boulot à faire pour redresser tout ce qui va pas bien aujourd'hui sur l'Île-de-France. Ouais, ça serait quand même sacrément une grosse tâche, hein, parce que les écologistes à la tête d'une région et pas n'importe laquelle, l'Île-de-France, ça serait quand même extraordinaire. La plus riche. C'est la plus riche, hein, effectivement. Et je vous laisse imaginer tout ce que cette région serait en capacité de faire pour les lycéens, pour les personnes qui vivent aujourd'hui en Île-de-France, pour le transport, pour la résorption de l'habitat indigne, il y a tellement de sujets à traiter. Et puis du coup, aussi bien évidemment sur la question du climat, de la transition écologique, je vous laisse imaginer la capacité de cette région à intervenir sur tous ces sujets et à améliorer par exemple une chose si simple comme la qualité de l'air en Île-de-France aujourd'hui. Alors tant que vous ne faites pas comme Hidalgo, ça va. Oui, très bien, faut pas faire pas. Merci Karim. Sabrina, je t'embrasse, je te souhaite bonne chance pour le second tour, et donc allez voter pour notre Sabrina nationale. Merci beaucoup ma Sabrina, je t'embrasse. Merci, bonne soirée, salut. Ciao, très fort. Voilà, c'est vrai. Alors, en un mot, rapidement, avant qu'on accueille Julien Bayou dans un instant, Farid, l'abstention a été record pour le premier tour. On voit quand même qu'il y a cette alliance-là, Europe Écologie Les Verts, France Insoumise, Socialiste, elle suscite quand même pas mal de motivation. Là. On sent que les gens ont boudé peut-être au premier tour, mais veulent y aller parce qu'il y a un objectif commun. On peut ne pas être forcément pro-France Insoumise ou pro-socialiste ou pro-Europe Écologie Les Verts. Peu importe, il y a une envie de changement à la tête de cette région de Valérie Pécresse. Comment tu l'expliques ? Moi, je le vois pas comme ça. Premièrement, non, il y a un très beau combat démocratique sur des idées qui sont complètement différentes. Il y a un laboratoire qui est la région Île-de-France et cette association de plusieurs partis de gauche qu'il faut voir. Moi, je vois ça comme un véritable laboratoire en perspective des présidentielles. Je vous l'ai toujours dit. Pour moi, ce pays-là, il y a une gauche dans notre pays. Vous le savez pertinemment, je ne suis pas forcément fan de toutes les gauches. Mais il y a ce laboratoire-là. S'il réussit
ce qui est d'après les sondages quand même un peu délicat, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça peut donner une dynamique pour la présidentielle. Or, le pays est globalement à droite, il y a multitude de candidats potentiels de droite, dont le président de la République sortant. Et donc, du coup, si la gauche, c'est un secret pour personne, qui est aujourd'hui complètement divisée au niveau national, arrive à faire la même chose, non pas au second tour, mais au premier tour de la présidentielle, je pense qu'effectivement, ça peut changer la donne. Sur la région Île-de-France, bon, je trouve que c'est un peu contre nature de s'associer avec l'extrême gauche. Maintenant, il y a des intérêts parfois qui ne sont pas forcément ceux des habitants qui font que les choses, elles avancent. Il faut qu'elles avancent. Je regrette malheureusement parfois le tourisme électoral de certains qu'il faut remplacer ici ou là. Dans tous les camps d'ailleurs. Et il faut quand même rajouter un truc, Christophe, c'est qu'on a une quadriangulaire en région parisienne, enfin en Île-de-France. Et ça, je pense que c'est... alors je pense pas que ça soit nouveau, mais c'est quand même quelque chose d'assez particulier d'avoir une quadriangulaire. Le parti de la majorité présidentielle qui se maintient, alors qu'il sait pertinemment qu'il n'a aucune chose, si ce n'est, à mon avis, pour faire perdre Valérie Pécresse. À mon avis, je ne vois que ça. Je vois que cet intérêt-là pour la majorité présidentielle. Nous sommes avec Julien Bayou, qui est avec nous sur France Maghreb 2, Écologie Solidaire, évidemment. Monsieur Bayou, bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir, merci à vous. Bonsoir, merci d'avoir accordé quelques minutes à France Maghreb 2. Donc hier, nous avons appris au lendemain du premier tour de cette élection régionale cette alliance avec la France Insoumise, avec aussi le Parti Socialiste. Vous êtes un homme satisfait à 2 jours après le premier tour pour ce second tour de ces régionales ? Oui, écoutez, il y a pas mal d'éléments pour lesquels on peut se réjouir, même si l'abstention a été très très basse, historiquement basse, et j'espère bien qu'on va pouvoir ramener aux urnes, justement parce que il y a un espoir de tourner la page Pécresse, puis il y a un espoir surtout d'une région au service des habitants et des habitantes, voilà, d'une qualité de l'air qui s'améliore. Vous voyez là, il pleut beaucoup, et bien, dans les lycées à Alfortville, il pleut dans les lycées. Ouais. On a des inondations, on a des transports, évidemment je vous apprends pas que les transports c'est une difficulté en Île-de-France, tout ça fait que plus de la moitié des gens pensent à partir, et on a une présidente de la région qui s'occupe que de 2022. Donc c'est vrai que nous, quand on est arrivé en tête de la gauche, non seulement en tête de la gauche, mais on a surclassé LREM, et une satisfaction pour moi, c'est d'avoir quasi fait jeu égal avec le Front National, d'avoir contenu la poussée de l'extrême droite dans cette région. Quand en plus on considère que le total de nos voix, puisque Clémentine Autain et Audrey Pulvar, on a vraiment joué le jeu du rassemblement, on s'est mis tout de suite au travail, le total de nos voix permet de rivaliser avec Valérie Pécresse, et bien là on se dit qu'il y a un espoir dimanche, surtout si des personnes qui n'ont pas voté dimanche dernier pour plein de raisons, la crise sanitaire, ou même l'idée que le match était plié, ou que la politique c'est pas pour eux, et bien si dimanche elles retournent aux urnes ou elles reviennent aux urnes, alors il y a une possibilité de victoire, et là la région peut beaucoup pour le bien-être de ses habitants et ses habitantes, sur les lycées, sur les transports, sur la qualité de vie en général. Et oui, ça c'est sûr que ça donne des raisons. Ça respire mieux, comme on dit, hein, Monsieur Bayou. Ça respire mieux dans vos rangs. On l'a bien compris. Alors, vous avez pris, je crois, une promesse lors d'une visite à Nanterre avec notre ami Kaki, qu'on salue d'ailleurs. C'est d'essayer de construire un musée de la colonisation pour essayer peut-être d'apprendre ou de s'apprivoiser un petit peu cette histoire coloniale. C'est important pour vous, ce musée ? Oui, absolument. Oui, c'est un engagement que j'avais déjà formulé, mais que j'ai pu préciser quand Mohamed Kaki m'a invité. C'était le 8 mai, alors le 8 mai 2021, mais c'était pour célébrer l'autre 8 mai, celui de 45, l'autre 8 mai 45. Nous étions à Nanterre. Et c'est vrai que la colonisation, on l'apprend pas malheureusement dans les livres. Qu'est-ce que ça a été que les abominations, les crimes de ces 132 ans, les enfumades de Bugeaud, le fait de mettre des femmes, des hommes et des enfants dans des grottes et ensuite je cite, les enfumer comme des renards. Moi, j'ai pas appris ça à l'école. On m'a expliqué, qu'il y avait eu la colonisation de l'Algérie, mais on nous a pas dit ce que c'était. Et le 8 mai 45,
tous ces massacres, ces crimes d'État, il faut bien le dire. Le 8 mai 45, à l'école, on vous apprend c'est la libération du pays par les forces, les résistants, par les GIs américains, par les Russes, évidemment, qui contenaient les nazis sur l'autre front. Mais jamais on vous parle de la contribution des tirailleurs algériens ou sénégalais, et jamais on vous parle de ces massacres à Sétif, à Guelma et dans tout l'Est algérien. Moi, c'est beaucoup plus tard que j'ai appris que non seulement c'était pas que le 8 mai, mais que c'était plusieurs mois à pourchasser à pourchasser les habitants et les habitantes uniquement parce qu'il y avait un gamin de peut-être même pas 17 ans qui avait brandi un drapeau algérien dans une manifestation pacifique. Et donc je trouve que c'est fondamental que ce musée permette à chacun, et en particulier à la génération qui vient, de s'éduquer à la question de la colonisation et à se passer commun. Et que si on n'a pas un regard partagé, mais c'est un peu ce que dit en mieux évidemment le rapport Stora, s'il n'y a pas un regard partagé sur cette tâche indélébile dans l'histoire française qui est la colonisation et que sont les crimes coloniaux, alors on ne peut pas regarder vers l'avenir. Julien Bayou, en un mot, ça n'a pas été trop dur de se mettre autour de la table et de convaincre Clémentine Autain et également le Parti Socialiste pour faire, liste commune, pour s'unir finalement. C'est ce qui a peut-être un peu manqué à la gauche pour qu'elle puisse gagner différentes échéances. Est-ce que peut-être vous êtes l'exemple qui allait montrer justement que l'unité, ça paie? En clair, voilà, vous le sentez bien, cette alliance va peut-être vous emmener à la présidence de cette région Île-de-France, Julien Bayou? Écoutez, nous veut nous faire dire beaucoup sur tout l'état de la gauche, et puis après 2022, etc. Je peux vous garantir qu'avec Clémentine Autain et Audrey Pulvar, on est vraiment... notre horizon s'arrête à dimanche, vraiment. L'enjeu, c'est quelle région on veut pour 2040, vous voyez, une région qui protège, une région qui anticipe, une région qui tire les leçons de la crise. On a vu la crise sanitaire, on a vu des quasi-émeutes de la faim en Seine-Saint-Denis, on a vu des endroits où les services publics sont éloignés, on a vu les premiers de corvée payer le plus lourd tribut. On n'a pas été, tout le monde n'est pas égal face au coronavirus. On l'a bien vu selon les départements, selon les niveaux de richesse. C'est ça l'enjeu du vote de dimanche. Et je crois que c'est ça qui nous a permis de fusionner en bon ordre. Moi, j'ai été assez ému en fait dimanche d'entendre Audrey Pulvar et Clémentine Autain dire je me mets au service du rassemblement. Et en fait, quelques heures plus tard, c'était chose faite. On a travaillé toute la nuit, on a acté une vingtaine de mesures prioritaires, ce sur quoi on peut s'engager là maintenant, la gratuité des transports pour les moins de 18 ans. Aujourd'hui, c'est offert aux Parisiens et aux Parisiennes, mais c'est une question presque de remédier à l'égalité, que tous les petits Parisiens, les moins de 18 ans, puissent voyager gratuitement, s'éduquer au transport en commun, que les 18-25 ans précaires aussi puissent voyager. Clémentine Autain a insisté beaucoup aussi sur l'accès à la cantine. On a vu pendant la crise que l'accès à la cantine, des fois, c'était le seul bon repas par jour. Et que donc, on a intérêt à ce qu'il soit bon, pas cher, voire gratuit, et puis de qualité, bio, sans pesticides. En fait, on a les moyens d'agir contre ces inégalités territoriales. Vous savez, quand vous prenez le RERB, quand il arrive à l'heure, il peut y avoir 10 ans d'espérance de vie entre deux stations de métro, entre deux stations de RER, pardon. C'est ça aussi la région des inégalités. Et quand on agit pour le climat, finalement, on agit contre la pollution, contre le bruit. Nous étions hier pour matérialiser ce rassemblement et le lien entre écologie et solidarité. Nous étions hier à Aubervilliers, dans la maladrerie, là, où il y a un vrai enjeu de rénovation thermique. On était auprès de Aline qui paye 700-800 euros d'électricité les mois d'hiver. Donc plus de factures que de loyer. En fait, quand on laisse faire ça, c'est les plus pauvres, c'est les plus vulnérables qui en payent le prix. Et quand on agit pour le climat, on agit pour leur bien-être, on agit pour l'emploi, ça fait beaucoup d'emplois de rénover, c'est bon pour la santé, c'est du pouvoir de vivre. Julien Bayou, voilà ce que nous voulons inaugurer dès dimanche, et pour ça, en fait, il faut que les personnes qui pensaient que c'était plié, que la politique c'était pas pour eux, pas pour elles, se disent il y a un espoir de gagner dimanche. Au-delà du fait de battre Valérie Pécresse, pourquoi, Julien Bayou, il faut glisser le bulletin écologie solidaire, évidemment, pour ce dimanche? Je
je pense que évidemment il y a l'idée de tourner la page de Valérie Pécresse. Je pense que je ne sais pas si quelqu'un est en mesure de citer une mesure structurante qu'elle a pu faire pour la région. Quand on voit l'état des lycées, quand on voit l'état des transports, on comprend qu'en fait elle a les yeux plutôt tournés vers la présidence de la République française que vers la présidence de région. Mais c'est pas seulement un vote contre. Je crois vraiment qu'avec Clémentine Autain et Audrey Pulvar, il y a un enjeu de bien-être. Il y a un enjeu nous étions tout à l'heure à porte de vent auprès d'étudiants. On a été meurtris de voir des étudiants et des étudiantes faire la queue pour avoir des colis alimentaires. Il y a un enjeu de dignité finalement. Et la région, Île-de-France, elle peut énormément. Finalement, du matin quand vous vous levez le matin jusqu'à quand vous vous couchez le soir, la région elle intervient sur la qualité de l'air, sur le bruit, sur les cantines, sur l'alimentation, sur le transport, sur l'aménagement du territoire, sur la santé. On peut énormément, à condition de le mettre évidemment au service des habitants et des habitantes. Et nous, ce qu'on voudrait, ce qu'on souhaite, et bien sûr, il y a 209 élus, c'est le cadre, mais comme on dit, ce qui se fait sans nous se fait contre nous. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est de construire une région au service des 12 millions d'habitants et d'habitantes, et avec elle. Je précise, et pour terminer, Julien Bayou, qu'avant le premier tour, on avait proposé un débat avec vous et Valérie Pécresse, que vous aviez accepté. Valérie Pécresse n'a jamais répondu à l'invitation. Voilà. Je tenais à le préciser. Absolument. Merci beaucoup, Julien Bayou, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Et j'espère qu'une fois élu président, ce qu'on espère pour vous, vous viendrez nous voir à France Maghreb 2. Je reviendrai, évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Julien Bayou. À très vite sur France Maghreb 2. Bon, alors... On a pris un peu de... Merci patron, oui Philippe. Philippe Boureki dit merci patron. Je sais pas s'il est encore là. Philippe Boureki vous dit merci patron. Voilà. Au revoir patron. Voilà. Merci beaucoup Julien Bayou. À très vite. Dans un instant... Oui, voilà, c'est ça. Dans un instant, on va parler un peu de MMA et puis on ira faire un tour. Je sais pas si on aura le temps, au-delà de peut-être du journal des RFI, peut-être on va demander à notre ami DJ Nabil de parler après parce que là on est vraiment très très en retard. Évidemment, pédaler pour les écoliers avec Muslim Hands France. Ce sont ces 3 coureurs qui sont partis de Paris, qui sont passés par Montargis, par Nevers et qui aujourd'hui vont direction Moulins pour récolter 25 000 € pour offrir des vélos aux Sénégalais, aux enfants sénégalais, évidemment. Donc on n'hésite pas et on suit cette belle aventure et objectif atteindre donc 25 000 € d'ici dimanche à l'arrivée à Marseille. Dans un instant donc on va faire un petit tour du côté du MMA, un truc qui va se passer le 1er juillet, c'est extraordinaire, c'est à suivre dans le LGF. Karim Alouache, Farid Temsamani, Philippe Boyaki, on a une émission de ouf là, hein. On fait pire qu'Hanouna, hein. Un véritable plateau de malades aujourd'hui, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous avec Farid Temsamani, avec Karim Alouache, avec Philippe Boyaki, ils sont avec nous les gars. Est-ce que vous connaissez le MMA? Farid, tu connais le MMA? Le sport, bien sûr. Le sport de ouf. Karim? Oui, bien sûr. Voilà, Philippe, bon, je te demande pas évidemment. Ouais. Nous accueillons Abdel Kaznadji qui est avec nous. Il est fondateur du mythique club Hobby Fight à Vitry, Vitry, oui, j'ai bien dit. Et vous êtes également cofondateur du MMA AGP et vous organisez le 3e MMA AGP le 1er juillet du côté de Issy-les-Moulineaux. Abdel, bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va, merci et vous? Vous m'entendez bien? Très très bien, on t'entend bien mon Abdel. Alors on rappelle que le MMA, il y a très peu que c'est autorisé en France, ça a été longtemps interdit. Aujourd'hui on est à la 3e édition. Qu'est-ce qui va se passer ce 1er juillet mon cher Abdel? Alors 1er juillet, tout d'abord d'ailleurs merci de m'accueillir ce soir, c'est gentil, ça c'est super important pour nous. Et le 1er juillet, si vous voulez, on a fait le premier événement en octobre qui était le premier événement officiel français depuis sa légalisation. Ouais. En avril, on a fait un huis clos. Ouais. Et là, ça va être le premier événement en gros avec jauge complète, on espère, on attend 2000 personnes au moins. Wow. Et ça va être encore un bel événement international. Il y a vraiment beaucoup de beau monde, de beaux combattants et puis on a du brésilien, du portugais, italien, on a une super carte. Alors il y aura combien de combats Abdel? Logiquement 9, il y a encore plein de discussions, c'est très compliqué avec la Fédé, donc on se bat un peu, c'est un peu compliqué. On vous met un peu des bâtons dans les roues effectivement parce que c'est un peu difficile en ce moment, c'est tout nouveau en fait et on essaye de vous... voilà, c'est ça Abdel. En fait, c'est que ils ont vachement codifié le truc, donc on essaye de... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très peu d'organisations, hein. On est quasiment les seuls
à organiser en ce moment. Et c'est vrai que le sport est vachement cadré, vachement codifié, et bah il y a un code du sport qui est très compliqué à remplir, donc on arrive à le faire. Mais bon, le truc c'est que la Fédé s'adapte en même temps que nous. On va dire qu'on fait un job parallèle. C'est ça. Mais c'est compliqué. C'est un petit peu difficile, évidemment. Ouais. Alors, c'est le 1er juillet. Comment on fait pour s'inscrire, pour venir, pour ceux qui veulent aller voir des super combats de MMA? Ben, il y a de la billetterie déjà lancée sur West Event. Ouais. Et à la Fnac, vous pouvez aussi trouver des billets. Puis après, il y aura du beau monde. Il y a déjà beaucoup de guests qui nous ont contactés. Il y a beaucoup de personnalités qui souhaitent, des élus, des artistes, des acteurs. Il y a plein de gens qui veulent participer à l'événement déjà. Donc on aura un beau carré VIP. Puis il y aura du beau monde. Ce sera une très belle soirée. Le MMA GP à la télé, c'est pour quand? Alors, bah écoutez, déjà j'ai la chance le 1er juillet d'être diffusé sur l'UFC Fight Pass. D'accord. Donc c'est l'une des plus grosses chaînes internationales, c'est la chaîne de l'UFC, avec qui on travaille beaucoup. Il faut savoir qu'on est on est en relation avec l'UFC, ils nous aident beaucoup depuis le début, et ils nous regardent, et puis bah là cette fois ils nous font encore l'honneur, on sera diffusé dans 140 pays. 140 pays, ah ouais, d'accord, c'est pas rien. Ça va être énorme, ouais, carrément. Voilà, et alors le MMA, est-ce qu'il y a des règles évidemment, hein, ça se passe dans une cage, on se tape pieds-mains. Ouais, alors pieds-poings, pieds-poings, sol. Ouais. Pieds-poings, ouais, en fait, pieds-mains. Donc à la base c'est un sport où toutes les techniques des sports existants en France et puis légal sont utilisées. Donc en gros quand c'est au sol, et ben au sol vous avez le droit à toutes les techniques, que ce soit de soumission, donc jiu-jitsu, judo, lutte, ce que vous voulez. Ouais. En plus il y a les percussions, c'est ce qui faisait polémique à l'époque. Et puis bah debout, on va dire que c'est du Muay Thai. Debout vous avez le droit au coude, au genou, au coude, pied, point. Voilà, mais il y a des règles quoi. On fait pas ce qu'on veut. Ça tape dur, quoi. La différence, c'est qu'il n'y a pas de round, il n'y a pas de compte. Vous savez, en MMA, c'est ce qui est sécurisant pour l'athlète. Un athlète qui ne peut pas être compté. Si un athlète est touché et qu'il est KO, il est KO. Si un athlète se fait soumettre, il se fait soumettre. Si vous voulez, en boxe, on compte. Vous savez, vous avez ce fameux compte. Vous avez le temps de vous relever. Vous compte. Ça n'existe pas en MMA. Ouais. Alors, Abdel, c'est dommage que vous ne soyez pas venu en studio parce que il y a Philippe Boretti qui m'a dit je l'aurais défoncé Abdel. J'arrive. Non, c'est un client, vraiment. Moi, je refuserais pas un combat avec Abdel, au contraire, mais c'est un vrai sensei. C'est un fighter, Abdel, à la base. C'est un homme très courageux parce que avoir ouvert la salle Hobby Fight et qui est aujourd'hui une grande école, c'est une grande team Hobby Fight. Les plus grands quand ils viennent tourner en France, ils passent par Hobby Fight. Et moi, je suis hyper admiratif de ce qu'Abdel a fait. Moi, je rappellerai juste à toutes celles et tous ceux qui sont sur la région parisienne que ça se passe le 1er juillet à partir de 18h à Issy-les-Moulineaux. Vous avez les places sur Weeze, event.com /MMAGP pour Grand Prix .3 ou -3. Et puis, comme il a dit, ceux qui peuvent pas se déplacer, allez sur UFC Fight Pass. Vous retrouvez toutes les infos de toute façon sur la page de Christophe Le Grand Forum et sur le Twitter de Christophe Le Grand Forum. Moi, je te dis, je suis admiratif parce que je sais ce qui se passe en back-office, c'est super compliqué. Vous imaginez pas les heures de fou que Abdel fait pour promouvoir ce sport. Il prend pas une thune, il prend que des galères, que des coups, mais moi j'en ai rêvé toute ma vie de voir du MMA en France. J'aurais voulu en faire en France. Nous à l'époque on était obligés d'aller à l'étranger. J'ai cru qu'il allait dire j'ai rêvé toute ma vie de monter dans l'arène. Non, je suis monté sur des cages. Il serait fait défoncer. Mais on avait. Non mais attends. Mais quand tu peux pas tourner dans ton pays, que tu vas une fois tous les 3 mois fighter, c'est sûr qu'on se faisait tous soulever quoi. Mais voilà, il y a des gens comme Abdel qui est derrière, ont travaillé très dur. Je pense à Jérôme Lebou, je pense à Laetitia Bolt, en plus qui s'est malheureusement blessé là. Bolt. Avec Blo. Qui vient du sambo. C'est Usain Bolt et Laetitia Blo. C'est ça. Pour celles et ceux qui connaissent pas le MMA, allez voir ce que propose Abdel, et je le remercie parce que s'il n'avait pas œuvré comme il l'a fait, et puis il faut aussi remercier la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui a eu ce courage incroyable de permettre le premier combat de fight MMA, et c'est super sécure. Dès qu'il y a un doute, tout de suite l'arbitre arrête le combat, on
prend pas de risques, tout est aux normes. Et quand tu as l'UFC, ouais, il y a des règles quand même. Faut pas croire, c'est pas la jungle. Ah oui, voilà. carrément. Ouais. Quand tu as l'UFC qui commence à s'intéresser à toi, c'est que il y a quelque chose. Très très haut niveau. Et Abdel, en tout cas, on te souhaite éclaté, évidemment Merci une beaucoup, bonne soirée par avance le 1er juillet à Issy-les-Moulineaux. Je t'embrasse, moi, Abdel, et quand tu veux, tu viens dans les studios, évidemment. Voilà, c'est gentil, avec plaisir, je viendrai vous voir. Merci beaucoup, À Abdel. très vite, 1er Abdel, juillet à Issy-les-Moulineaux, les gars. Voilà. wizevent.com/MMAGP. Alors, on va passer un petit coup de fil à DJ Nabil qui, vous le savez, est sur la route de se pédaler pour les écoliers. On est en direction de Moulins aujourd'hui. Ils sont partis de Paris, ils sont 3 coureurs et ils vont en direction Marseille pour donner, évidemment, offrir des vélos pour les enfants au Sénégal avec cette cagnotte qu'il faut à tout prix faire grimper, les amis. Ils ont besoin de vous, ces enfants. 25 000 €, c'est ce qu'il nous faut obtenir pour, évidemment, avec Muslim Hands, dont France Maghreb 2 est partenaire. Voilà, donc on en reparlera puisqu'on n'arrive pas à joindre DJ Nabil du côté de la route là. Voilà, DJ Nabil que vous retrouverez tout à l'heure parce que là on n'a plus le temps. Donc sur France Maghreb 2 avec Muslim Hands France avec Medjed dans un instant. Bon Farid, je t'embrasse, ce fut court Merci. et intense aujourd'hui. Hein, voilà, vous n'avez pas pu beaucoup débattre, mais en tout cas c'était intéressant. Et Karim Elouache aussi, je t'embrasse pour Karim. Merci. Mon Philippe, Ouais. évidemment, je t'embrasse très Évidemment. fort. Moi Attends, aussi, bouge pas, il y a un appel là. Qui est là? Allô? Ouais, DJ Nabil. Alors vite, il y a une minute, mon frère. Un petit point. Oui, alors vas-y. Oui, bonjour. Bonjour. C'est qui? C'est Louisa? Oui, c'est Louisa. Ah d'accord, parce que Nabil nous passe des gens, il nous prévient même pas. Bonjour, bonjour Louisa, bienvenue sur France Maghreb 2. Alors rapidement, parce que vous aurez le temps de le faire un peu plus longuement tout à l'heure, c'est la fin du LGF. La course d'aujourd'hui, vous êtes bientôt arrivé, comment ça s'est passé? Et le rappel surtout de la cagnotte, c'est très important. Alors, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'étape, la 3e étape, c'est-à-dire de Nevers jusqu'au Moulins. Donc, c'était une étape très tranquille. Il n'y avait pas beaucoup de kilomètres, soit une 50-60 kilomètres. Donc, elle était nécessaire, cette étape, avant de repartir sur Roanne. Parce que Nevers-Roanne, l'étape aurait été trop importante. Donc, c'était super d'avoir mis Moulins au milieu. Donc voilà, on a roulé tranquillement, hein, on est parti de Nevers vers midi et puis on est arrivé vers 15-16 heures, il me semble, sur Moulins. Donc voilà, c'était une étape. La cagnotte, Louisa, on arrive à la fin de cette émission. La cagnotte. La cagnotte.